de l'Assemblée générale de l'ONU, l'allocution du président de la République Alassane Ouattara, très attendue aujourd'hui à la tribune de l'institution. Commerce illicite de médicaments, le marché à Diamé-Roxy, place tournante de cette activité, bientôt détruit. 3 jours de deuil au Kenya après la fin hier du Westgate. La recherche d'éventuelles bombes laissées par les assaillants se poursuit. Bonjour à tous et merci de vous informer sur RTI2. La grande messe de l'ONU a officiellement démarré hier à New York. Plus d'une centaine de chefs d'État et de gouvernement à la 68e session de l'Assemblée générale de l'institution. Au menu des échanges, le dossier syrien et des questions concernant l'Afrique. À ce propos, le message du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, très attendu ce mercredi. Mais avant, les enjeux de cette rencontre de haut niveau avec Hamza Diaby. La Syrie, la priorité des points abordés dès ce lundi à la 68e session ordinaire de l'ONU. Depuis mars 2011, la guerre y a fait 110 000 morts. Ensuite seront évalués les progrès du désarmement ou de la lutte contre la pauvreté. Autre temps fort de cette rencontre, la déclaration très attendue de Hassan Rouhani, le nouveau président iranien. Ces derniers jours, il a multiplié les déclarations plutôt conciliantes. Un pas apprécié des Occidentaux, même si ceux-ci restent prudents. Plus de 130 chefs d'État et de gouvernement participent depuis ce lundi aux travaux de la 68e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies, ainsi qu'au débat général prévu du 24 septembre au 1er octobre. Même si la Syrie, où la crise est considérée comme le plus grand défi humanitaire et sécuritaire à relever, tient le haut du pavé dans l'agenda de l'ONU, les situations en Égypte, au Mali et en République centrafricaine seront elles aussi passées au peigne fin. Et la situation en Côte d'Ivoire, elle aussi, évidemment. Et l'ambassadeur n'est personne d'autre que le président de la République, Alassane Ouattara. Le chef de l'État prendra la parole ce mercredi, non seulement par rapport au thème de la session, l'agenda pour le développement 2015, plantons le décor, mais aussi et surtout pour parler de la situation sociopolitique dans son pays, marquée par les efforts pour une sortie de crise définitive. Aussi entendra-t-on la voix de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest dont il est le président en exercice, puis il fera l'état des lieux de la recherche de la paix et de la sécurité en Afrique en sa qualité de président du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Cette 68e session ordinaire sera également marquée par la prise de parole des différents chefs d'État et de gouvernement. Ils se succéderont à la tribune pour faire le bilan de la décennie écoulée où l'ONU avait invité chaque État à s'investir davantage, notamment dans la promotion du développement et la lutte contre la pauvreté, les inégalités, les injustices, le tout regroupé sous l'appellation Objectif du millénaire pour le développement. On poursuit avec ces chiffres. Dans le monde, près de 246 000 enfants de 5 à 17 ans travaillent. Des enfants qui sont à la tâche dans les ménages, commerces et plantations. Pour passer le message de la sensibilisation aux employeurs, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire organise un atelier avec l'appui du BIT. Laetitia Manglé pour le compte-rendu. Plus de 200 000 enfants dans le monde, dont 46 000 en Côte d'Ivoire, sont astreints à des travaux forcés. Certains sont employés comme domestiques dans de nombreux ménages, quand une bonne partie d'entre eux, que l'on peut estimer à près d'1 millier, constituent la principale main-d'œuvre dans les champs de café et de cacao. Environ 1/5 des enfants qui travaillent sont astreints aux pays formes du travail des enfants dans la cacaoculture. Donc il est de notre devoir de mettre en œuvre des initiatives pour qu'ensemble on puisse venir à bout de ce phénomène-là. Des enfants de moins de 17 ans privés de leurs droits fondamentaux, à savoir l'éducation, la santé, la liberté et les loisirs. Une situation alarmante qui continue de faire l'objet de réflexions au sein du Bureau international du travail, BIT, et de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC. Un atelier pour renforcer les capacités des organisations professionnelles d'employeurs sur la question est organisé. L'atelier de ce jour devrait donc permettre à terme de partager avec les membres du patronat ivoirien des notions en matière de travail des enfants afin que l'action sur le terrain au sein des unités de production soit menée dans le strict respect de la préservation des droits des enfants. Des efforts pour abolir le travail des enfants sont faits à travers le monde. Seulement, les résultats ne sont pas encore visibles dans les pays du sud du Sahara.
Et pour y remédier, les employeurs ivoiriens entendent apporter leur pierre à l'édifice. Le marché d'Adjamé-Roxy bientôt fermé, une mesure dévoilée par la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Une décision qui vise à lutter contre la vente illicite de médicaments de la rue. Depuis cette annonce, Roxy tourne au ralenti. Les vendeuses, elles, crient leur désarroi. Hamza Diaby. La vente illicite de médicaments représente, selon le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, 30% de l'activité pharmaceutique en Côte d'Ivoire, ce qui équivaut à une trentaine de milliards de francs CFA. D'autres études révèlent qu'un grand nombre de problèmes de santé en Côte d'Ivoire résultent de l'utilisation des médicaments contrefaits. Le marché d'Adjamé-Roxy est indexé. Selon les autorités ivoiriennes, il en reste un grand centre fournisseur. Accusés, ces commerçantes se défendent. On est dans le marché ici, on ne tue pas quelqu'un. On se débrouille. On vend les couches, on vend les trucs, on ne vend pas les trucs qui sont mauvais. Les médicaments là, c'est très bon. Il y a date, on ne fabrique pas de date. On paye ça normal. Il y a les bonnes dates 2015-2016. C'est pour aider la population. Celles qui ont compris la nécessité de mettre fin à ce commerce ont un autre souhait. Allez là, ça couche jetable, on voit ici. Couche de bébé, un pommade. Dieu ne peut nous laisser un peu envoyer notre marchandise. Ici, l'envoi était de vendre médicaments, on voit en plus encore. L'argent ne peut pas quitter ici. On n'a rien, les enfants sont à l'école. Dieu ne peut avoir pitié de nous. Et pourtant, la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida annonce la fermeture dans un futur proche du marché d'Adjamé-Roxy. Mais non, sans indemnisation. Les quelques 8000 femmes qui s'adonnent à cette vente de médicaments dans la rue auront les moyens pour s'adonner à d'autres activités génératrices de revenus et seront recasées ailleurs. Direction la région des Grands Ponts. Plus d'une semaine après la rentrée scolaire, les cadres de Dabou envisagent la réhabilitation des établissements scolaires. 500 classes sont ciblées par le conseil régional. Le compte-rendu de Franck Quadio. Des établissements scolaires et secondaires dégradés, des bâtiments sans toiture, des tables bancs qui ne tiennent plus la route. C'est le constat fait par le président du conseil régional et les cadres de Dabou. Je suis venu ici pour voir matériellement les conditions de vie des enfants. Nous allons travailler avec les autorités locales de l'éducation nationale et du lycée et voir ce qu'on peut faire afin d'apporter à la région, de lui permettre de connaître un bon qualitatif en matière d'éducation. La réhabilitation de ces salles de classe va donner un coup d'accélérateur à l'enseignement dans ces écoles publiques de la région des Grands Ponts. Il a constaté lui-même des visu nos difficultés au plan infrastructurel et il nous a fait quelques promesses. Nous savons que ces promesses seront tenues. Nous lui disons un grand merci. Cette visite doit pouvoir inspirer les élèves afin qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. L'objectif de cet établissement, c'est de former des grands cadres et des cadres de haut niveau. Ce sont au total plus de 500 classes qui seront réhabilitées et équipées de tables bancs. On part pour le centre-est du pays où la culture du manioc fait le bonheur des commerçantes et des populations, surtout avec une nouvelle variété appelée Boku 1. Et vous le verrez, l'appellation n'est pas du tout fortuite. Ce type de manioc a une production de plus de 25 tonnes à l'hectare et c'est ce que nous dit Thomas Guessambi. Sur cette parcelle d'environ 0,25 hectares, nouvellement défrichée en pleine savane ivoirienne, des membres du groupement Yéoukayeou de Languibonou, sous-préfecture de Bouaké, s'activent. Ils font l'expérience d'une nouvelle variété de manioc, le Boku 1, que le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, WAP, veut vulgariser. On a vu que le Boku 1 donne beaucoup. Parce que nos anciennes variétés, on va 10 tonnes à l'hectare. Alors le Boku 1, de 25 à 30 tonnes. Donc c'est un manioc qui donne beaucoup. Tout comme le groupement Yéoukayeou, l'association Edinaoulé de Bamoro, toujours dans le département de Bouaké, bénéficie aussi du soutien du programme, mais ici pour produire et transformer. Avant, dans les villages baoulés, quand tu arrives à pareil moment, c'est le moment de soudure. Il n'y avait pas à manger. Mais avec le manioc, nous arrivons à nous prendre en charge, à scolariser nos enfants. Si à Bamoro, la transformation du manioc produit atteint un réel coup de pouce, ce n'est pas le cas pour la coopérative, l'Union des commerçants de Bouaké.
À regarder, c'est une véritable chaîne de transformation qui tourne pour le bonheur de ces femmes. On a même signé hier un partenariat avec une coopérative de Burkina Faso. Surtout le Boku, c'est à cause de ce Boku que nous avons signé ce contrat. Qui nous fait 1000 sacs de pâtes fraîches d'Atiéké livrés chaque semaine. Et avec le Boku, nous allons faire ce contrat. Le programme OAP, après cette phase pilote qui semble déjà donner des résultats notables, vise une vulgarisation de la culture pour assurer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. Évoquons justement ce procédé qui pourrait également favoriser la production agricole, le vermicompost des déchets de cacao transformés en engrais organiques. Le projet a valu à la Côte d'Ivoire la médaille d'or dans la discipline d'écologie lors des 7e Jeux de la francophonie à Nice. Présentation du prix au ministre de l'Environnement, Michel Mambou. Le vermicompost, transformation des déchets de cacao en engrais organiques à l'aide de vers de terre. Ses avantages, amoindrir les risques de déforestation et améliorer la production du planteur. Présenté au 7e Jeu de la francophonie à Nice, le projet a séduit le jury de la discipline création écologique. Les initiateurs, membres du réseau d'innovation pour l'agriculture biologique durable, le RIAB, rentrent au pays avec la médaille d'or. Ce produit, qui est un engrais organique, est très utile dans la fertilisation des sols. Ça permet de produire du vivrier. On peut faire jusqu'à 3 à 4 cycles de production sans changer de substrat. Aussi, on peut utiliser dans la réalisation des pépinières. Une distinction accueillie sans surprise par le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Alain Rémy, vu les enjeux à la fois environnementaux, sociaux et économiques que revêt cette trouvaille. C'est peut-être une solution au problème du foncier qui est à la base de tous les ennuis que nous avons en Côte d'Ivoire. Parce que ce projet, s'il est vulgarisé, permettra de limiter nos habitudes d'agriculture extensive et de nous permettre de produire les mêmes quantités avec des superficies beaucoup moindres. Le concours dédié à la création écologique est à sa première édition aux Jeux de la francophonie. 5 pays étaient en compétition, le Seychelles, le Niger, le Liban, la France et la Côte d'Ivoire. Au Kenya, en images, les drapeaux sont en berne. 3 jours de deuil après la fin hier du Westgate. L'armée a finalement réussi à vaincre le commando islamiste qui avait attaqué samedi ce centre commercial de Nairobi. Le bilan provisoire est de 67 morts et une soixantaine de personnes sont toujours portées disparues. Et puis cet événement qui va faire date dans l'histoire de l'Allemagne. Un député de race noire au Parlement allemand, Karamba Diaby, d'origine sénégalaise, est devenu dimanche le premier noir à entrer au Bundestag. L'attente, la tension et soudain les résultats qui tombent. Nous sommes dimanche soir et Karamba Diaby vient de faire son entrée au Parlement allemand. C'est le premier député d'origine africaine de l'histoire de l'Allemagne. Mon élection au Parlement allemand a une importance historique, mais je ne suis qu'une voix parmi beaucoup d'autres. Et à elle seule, une voix ne peut pas changer le monde entier. Je suis conscient du défi. Son chemin, Karamba Diaby l'a parcouru patiemment depuis 1985, l'année où le jeune Sénégalais débarque dans ce qui était alors l'Allemagne communiste. Les années passent, les études de chimie se prolongent et Karamba Diaby se marie. Il se lance en politique à Halle, la petite ville de l'ex-RDA. Des mandats locaux, puis les législatives sous les couleurs du Parti social-démocrate. Un de mes buts principaux, c'est d'arriver à l'égalité des chances dans l'éducation. Chaque enfant en Allemagne doit pouvoir réussir à l'école, quel que soit son environnement social et le salaire de ses parents. Son entrée au Bundestag, Karamba Diaby la fera avec un autre député d'origine sénégalaise, l'acteur Charles Hubert, élu sous les couleurs du Parti conservateur. C'est ici que l'on s'arrête. Merci de nous avoir suivis.